Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. En ce mercredi 21 août, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba sous la présidence de Diankouna Traoré, président de la République par intérim. Le Conseil a adopté des projets de texte et le contenu, c'est avec vous. Ibrahima Diambélé, bonsoir. Bonsoir, Ndeye Sissoko. Mesdames et messieurs, à vous également, bonsoir, et nous commencerons par le chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de la Santé. Le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du Centre national d'oncologie. Le cancer est une maladie qui fait des ravages dans le monde. Si la cause du cancer est néanmoins méconnue, des facteurs qui le favorisent sont identifiés tels que le tabac dans le cancer du poumon, le virus de l'hépatite B dans le cancer du foie. Et les cas de cancer sont en constante augmentation. Au Mali, selon les données du registre national des cancers, en un an, 8146 cas de cancer ont été enregistrés, sur lesquels 6395 cas de décès ont été constatés. Et sur les 8146 malades de cancer, 5345 sont des femmes et 2801 sont des hommes. La proportion de décès est de 83,1% pour les femmes et 39,2% pour les hommes. Dans notre pays, le diagnostic du cancer est le plus souvent fait à un stade tardif de la maladie, le traitement étant, dans ce cas, palliatif. L'amélioration de cette situation passe par la mise en place d'une structure capable de mener à bien les différents aspects de la prise en charge des cancers, de développer la recherche et la formation en matière de lutte contre le cancer et de contribuer à organiser les établissements intervenant dans le traitement des malades atteints de cancer. Le Centre national d'oncologie, créé sous la forme d'un établissement hospitalier, aura pour mission de mettre au point des thérapies nouvelles contre le cancer et de diffuser dans les communautés médicales et scientifiques les connaissances sur le cancer. Il permettra à terme la mise en place des outils standardisés de prise en charge du cancer et de réduire le nombre et le poids des évacuations sanitaires à l'étranger. Et sur le rapport du ministre de la Santé, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les conditions de création et les principes fondamentaux de fonctionnement des centres de santé communautaires CESCOM. Le centre de santé communautaire CESCOM est une formation sanitaire de premier niveau créée sur la base de l'engagement d'une population définie, organisée au sein d'une association de santé communautaire. Il assure le service public de santé au niveau de l'aire de santé et fournit à cet effet des prestations curatives, assure la disponibilité des médicaments essentiels et développe des activités de soins préventifs et des activités promotionnelles. Les conditions de création et les principes fondamentaux de fonctionnement des centres de santé communautaires ont été fixés par un décret du 28 juin 2005 qui détermine également les organes d'administration et de gestion des CESCOM. Ce décret limite à 16 le nombre des membres du conseil d'administration et fixe la périodicité de ces réunions à une réunion par semestre. Dans la pratique, la limitation du nombre des membres du conseil d'administration a constitué un obstacle à la représentation des quartiers, villages et fractions de l'association de santé communautaire dont le nombre dépasse parfois 16. Le présent projet de décret modifie donc le décret cité pour corriger cette situation et prendre en compte le besoin de participation des populations conformément aux principes énoncés dans la politique sectorielle de santé. Il supprime la limitation du nombre des membres du conseil d'administration et renvoie au statut et au règlement intérieur de la SACO la détermination de la composition du conseil d'administration. Le projet de décret fixe une périodicité trimestrielle pour les réunions du conseil d'administration avec possibilité de session extraordinaire chaque fois que de besoin. Il se situe à l'appellation chef de centre de santé communautaire, celle de directeur technique utilisée dans la pratique. Sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant désaffectation partielle du titre foncier numéro 306 en commune 3 et affectation au ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme des parcelles de terrain objet des titres fonciers numéro 543 en commune 3 d'une superficie de 1 hectare, 81 arts, 63 centiares et le numéro 544
en commune 3 d'une superficie de 81 à 86 centiares 6 à la base aérienne. Le titre foncier numéro 306 en commune 3 situé à la base aérienne B porte sur un îlot comportant plusieurs immeubles bâtis. Il est actuellement affecté au ministère de la Défense et des anciens combattants. Toutefois, 2 des immeubles situés sur les parcelles A et B sont occupés depuis plusieurs années par des présidents des institutions de la République. Afin de régulariser cette situation, il est proposé la désaffectation partielle du terrain, objet du titre foncier numéro 306 en commune 3 du district de Bamako pour en distraire les parcelles de terrain A et B et les affecter au ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme pour servir de résidence pour les anciens présidents de la République. Sissoko. Merci Ibrahima. Merci beaucoup Ibrahima Djambélé. Comme vous le savez, Ibrahim Boubacar Keïta est élu président de la République. Ibeka s'est adressé aux Maliens cet après-midi pour la première fois en tant que président élu de la République du Mali. Le nouveau chef de l'État dit être le président de tous les Maliens et le président de la réconciliation ainsi que de la refondation nationale. Il a saisi cette opportunité pour rendre hommage à ses compatriotes qui ont voté dans la paix et la sérénité et saluer la mobilisation de la communauté internationale aux côtés du Mali. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Traoré. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers compatriotes, hier, mardi 20 août, la Cour constitutionnelle du Mali a proclamé les résultats définitifs du second tour de l'élection présidentielle du 11 août 2013. À travers un vote clair et net, les Maliens ont choisi de me porter à la présidence de la République avec émotion, avec humilité. Je mesure l'immense honneur qui m'est fait. Je voudrais rendre ici un vibrant hommage au peuple du Mali qui, une nouvelle fois, a été au rendez-vous de l'histoire. De manière éclatante, il a démontré sa grande maturité démocratique en votant dans la paix et la sérénité. J'exprime ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux, très nombreux, sur tout le territoire comme à l'extérieur, qui, par leur vote, ont rendu cette victoire possible. Je tiens à remercier tous ces militants et sympathisants du Rassemblement pour le Mali RPM et des partis alliés, connus comme anonymes, ma famille, mes proches et moins proches, tous ceux qui m'ont porté pendant toutes ces années. Dans les moments heureux, comme dans les moments de peine qui n'ont pas manqué, merci. Cette victoire, je vous la dois. Cette victoire est à vous. À tous ceux qui n'ont pas voté pour moi, je veux dire ici que je respecte leur choix et leurs convictions. À mon jeune frère Soumaïla Cissé, j'adresse un salut républicain et fraternel. C'est ici le fils de Boubacar Keïta qui s'adresse au fils de Boubacar Cissé. Je serai le président de tous les Maliens, Inch'Allah. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de la communauté internationale qui, dans un moment très difficile pour notre pays, nous a apporté un soutien décisif. Elle a en outre permis
le bon déroulement du processus électoral, garantissant la transparence et la crédibilité du scrutin. Chers compatriotes, l'ampleur de cette victoire, excusez-moi, aux allures de plébiscite, exprime l'énorme espoir et les grandes attentes de nos concitoyens. J'en prends toute la mesure. Devant vous tous, je m'engage à servir ce pays, mon pays, le Mali, avec le dévouement et l'exemplarité que requiert cette haute fonction. Mon premier devoir dès le 4 septembre 2013 sera d'œuvrer au rassemblement de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. De toutes les Maliennes et de tous les Maliens, sans exclusive aucune, autour des idéaux de paix, de tolérance, nous construirons une démocratie vraie, apaisée et transparente, respectueuse, où chaque citoyen, quel qu'il soit, trouvera sa place. Je serai le président de la réconciliation nationale. Cette réconciliation est nécessaire pour faire face aux exigences légitimes de notre peuple. Reconstruction d'un État de droit, redressement de l'armée et de l'école, lutte contre la corruption, développement économique et social pour que tous les Maliennes et tous les Maliens profitent des progrès que nous ferons, que nous ne manquerons pas de faire. Je serai le président de la refondation nationale. Chers compatriotes, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre, pleine de promesses et de défis. C'est l'ère d'un Mali nouveau qui retrouvera toute sa place dans le concert des nations. Un Mali souverain et respecté, au dehors comme au dedans. Je serai le président d'un Mali bâti et fier, Inch'Allah. Vive la République du Mali, vive le Mali. Je vous remercie. Le président élu de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est également exprimé en langue bamanan. Nous vous proposons de suivre après ce journal l'intégralité de son intervention. Ce message de félicitations de l'Assemblée nationale, un message dont voici le contenu. Excellence, Monsieur le Président, la proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection présidentielle par la Cour constitutionnelle m'offre l'heureuse occasion de vous présenter au nom de l'Assemblée nationale et au mien propre, mes très vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection en qualité de président de la République du Mali. Ces élections qui se sont déroulées dans un climat apaisé, qui ont connu une grande mobilisation de nos compatriotes, illustrent l'ampleur des attentes de nos populations. La confiance ainsi placée en vous par le peuple malien à un moment particulièrement difficile de l'histoire de notre pays témoigne de vos qualités personnelles d'homme d'État. Je suis persuadée que vous avez toutes les capacités requises pour relever les défis qui vous attendent. Je voudrais vous formuler des vœux sincères de bonheur et de succès dans vos nouvelles fonctions. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Signé le Président de l'Assemblée nationale par intérim, Younoussi Touré. Et puis d'autres messages de félicitations nous sont parvenus. Le parti Alliance pour la République, le parti Alliance pour la paix et la solidarité, le parti Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise, l'ACODEM, le cercle de réflexion d'échange Mali-Déonkoura, l'association des jeunes volontaires de l'APEJ, l'association des jeunes diplômés opérateurs économiques du Mali, le réseau citoyen pour la construction nationale Malikoura, le collectif des ressortissants du Nord Courène, le syndicat national des conducteurs de charrettes à bras et animales, le syndicat des journalistes reporters du Mali. Tous félicitent Ibrahim Boubacar Keïta pour son élection à la tête de notre pays.
L'élection présidentielle est terminée. L'on se prépare pour les élections législatives. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire convie en réunion le jeudi 22 août à 10h dans la salle de réunion du gouvernorat du district de Bamako les représentants des partis politiques. Ordre du jour, échange sur les préparatifs des élections législatives de 2013. Le ministre s'est compté sur la présence effective de tous les partis politiques. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé hier un débat sur la réconciliation nationale par les jeunes. La rencontre à laquelle ont participé les jeunes de la capitale était animée par le docteur Ousmane Traoré de la commission Dialogue et Réconciliation. Elle entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Compte rendu de Cheikh Oumar Sangari. Le Mali est en phase de réconcilier ses fils. Occasion pour le département de la jeunesse et des sports de cadrer la journée internationale de la jeunesse avec ce processus afin que les jeunes jouent leur partition. Au centre des débats de cette conférence, la commission Dialogue et Réconciliation, le pourquoi de sa création, ses missions et sa démarche. Lorsque la commission Dialogue et Réconciliation va entamer l'étape de dialogue, la grande écoute de tout ce qui s'est passé avec les communautés, avec les populations, la jeunesse sera là pour partager avec nous tout ce qui a été prévu. Les raisons des crises répétées au septentrion, l'inclusion de tous à la réconciliation, la diversification des activités de cette journée célébrée tous les 12 août sont autant de préoccupations soulevées par l'assistance. Il s'agit pour les organisateurs d'inculquer l'esprit de paix et de pardon à la jeune génération. Et les jeunes étant la population majoritaire doivent entre eux-mêmes se comprendre, se réconcilier. Et c'est en cela qu'ils peuvent contribuer à l'unité nationale, qui peuvent renforcer la sauvegarde des institutions de l'État. Donc étant la population majoritaire, je les appelle à beaucoup plus d'union, à beaucoup plus de réconciliation, à beaucoup plus d'efforts d'accepter l'autre. La célébration de cette journée internationale de la jeunesse avait pour thème « Contribution de la jeunesse à l'effort de réconciliation nationale et la consolidation de la paix et de la sécurité ». Les acteurs en charge de l'environnement de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou et du district de Bamako se concertent pour trouver des stratégies pour un développement durable. Ils sont à Bamako depuis ce matin et prendront en compte les préoccupations des populations en matière de protection de l'environnement. Agali Agissa. La protection de l'environnement passe par l'élaboration d'une stratégie nationale fiable et stable. Et c'est dans ce sens que le gouvernement organise ses assises régionales après celles tenues à Mopti en début du mois d'août. Ce sont des concertations régionales pour avoir les préoccupations des régionaux sur la stratégie nationale de développement durable que nous avons élaborée pour nous rassurer que effectivement leurs préoccupations sont prises en compte dans cette stratégie. D'abord, nous allons donner une définition générale, en tout cas acceptable au niveau du Mali, en ce qui concerne le développement durable, les défis que nous avons en face de nous par rapport à ce développement durable, notamment les défis de l'urbanisation, de la population, les défis concernant l'utilisation de l'énergie. L'élaboration d'une stratégie nationale de développement durable reste capitale dans l'amélioration du cadre de vie des populations. L'intérêt d'une stratégie nationale de développement durable va bien entendu au-delà de la seule obligation internationale. Une telle démarche met en place un processus national permettant d'améliorer l'efficacité de l'action publique en matière de développement durable, d'apporter une cohérence entre les politiques sectorielles, de développer des synergies entre les programmes existants et de mettre en mouvement l'ensemble de la société. La quarantaine des participants venus des régions de Kaye, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako devront formuler des recommandations. Entrant dans le monde agricole, sur une prévision de 200 000 hectares, la région de Sikasso a pu aménager près de 190 000 pour la campagne 2013-2014, soit un taux de réalisation de 99%. Des chiffres qui donnent espoir aux producteurs et responsables de la CMDT. La mission conjointe CMDT, Union nationale des sociétés coopératives, des producteurs de coton était ce matin dans la région pour le constat. Le récit du voyage avec nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Amadou Diawara.
Nous sommes à Kenya, région de Sikasso, dans la filiale sud de la CMDT. Ici, la campagne agricole 2013-2014 est promoteuse, comme l'illustre l'état des champs de coton et de céréales visités. Marou Traoré, âgé de 88 ans, s'adonne à la culture du coton depuis 46 ans et la terre lui a réussi. C'est des exemples comme ça qui méritent d'être présentés à l'ensemble des producteurs de la zone cotonnière, voire l'ensemble des producteurs du Mali. Nous avons ici une exploitation très organisée qui est sur un plan de campagne coton d'environ 10 hectares. Je pense que les objectifs de production sont là. La filiale de Sikasso est à 99% de réalisation de son plan de campagne coton et à 100% de son plan de campagne de céréales. Le maïs et le mil sorgho, nous sommes à 99% parce qu'on a prévu 388 000 hectares et on a réalisé 385 000 hectares, donc soit 99%. Là aussi, vraiment, ça va très bien. La région de Sikasso, à elle seule, constitue les 2 tiers de la production cotonnière du Mali. C'est la raison pour laquelle les responsables de la CMDT et l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton mettent tout en œuvre pour établir le pont entre eux et les producteurs. Le prix de la campagne 2012-2013 a été fixé sur la base d'un mécanisme de détermination du prix qui répartit justement les revenus bruts à 55% pour les producteurs et 45% pour justement toutes les charges d'exploitation de la CMDT. Ce qui est constaté à l'évaluation justement de cette campagne 2012-2013, il se trouve que les cours mondiaux n'ont justement pas permis de payer les 255 francs qui étaient prévus, mais c'est une disposition qui est prévue dans notre mécanisme. Dans pareille situation, c'est le fonds de soutien qui est sollicité. Les 255 francs, je pense qu'on peut remercier le gouvernement et la CMDT. Parce que si tu regardes à côté de nos pays voisins, aucun producteur a trouvé l'an passé 255 francs. Une démarche appréciée par l'ensemble des producteurs qui ont eu une séance de travail avec les visiteurs. Les paysans, ils ont bien compris. La campagne prochaine, on va payer le coton à 250 francs. Et si le marché est favorable, il va y avoir des compléments. Mais si aussi le marché n'est pas favorable, il n'y aura pas de compléments. Tout comme le coton, pour les campagnes à venir, l'APECAM compte inciter les producteurs à la culture du maïs. Si la filière du maïs soit organisée à côté du coton, ce serait une très bonne chose. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire 8 tonnes jusqu'à 14 tonnes sur 1 hectare sur le maïs. Mais le marché est libre. Si le marché est libre, c'est les commerçants qui gagnent. Donc au niveau de notre IPC, on est en train de organiser comment on peut l'amener l'engrais auprès des producteurs, donner le prix de base aux producteurs de maïs comme le coton. À Kenya, les uns et les autres se sont dit les 4 vérités. Et cela dans la perspective de bâtir un partenariat dynamique pour le bonheur des consommateurs. Auparavant, la délégation avait rendu visite au gouverneur de la région de Sikasso et au chef de village de Kenya. Quittons Sikasso pour aller au nord du pays, plus précisément à Tombouctou. Des généraux de division de Serval et de la MINUSMA sont arrivés dans la ville. C'est pour échanger avec les troupes sur place et féliciter les forces armées maliennes qui ont contribué aux résultats positifs obtenus sur le terrain. Yaya Tandina. Cette visite à Tombouctou des généraux de division de Serval et de la MINUSMA à Tombouctou s'inscrit dans une logique de mieux coordonner les opérations sécuritaires sur le terrain. Une projection sur les missions des forces armées de sécurité du Mali, FAMA, a permis aux hôtes du jour de comprendre les difficultés que vivent les militaires sur le terrain. Et nous sommes ici dans le cadre de venir visiter nos troupes, venir saluer les alliés, les troupes avec qui on travaille ensemble, notamment les forces armées maliennes. Comme nous sommes en très bonne collaboration et avec la force Serval et les forces armées maliennes, on ne pouvait pas passer dans Tombouctou sans le voir, le remercier du travail qu'il fait, remercier à travers lui la troupe malienne et le féliciter aussi de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et lui assurer toute notre franche et étroite collaboration. Ensemble, pour bien montrer que la MINUSMA et la force Serval travaillent ensemble pour l'avenir du Mali et pour la reconstruction de ce beau pays. Voilà donc les raisons de cette visite et d'avoir pu assister à cet exposé brillant du commandant de la 5e zone de défense. Et ça m'a permis de bien comprendre quelles étaient les problématiques auxquelles il était confronté.
À côté des deux premières personnalités militaires de Serval et de la MINUSMA, il y avait aussi le général de brigade Pierre Vianney, chargé des opérations de la MINUSMA. Le commandement de la 5e région militaire s'est félicité de cette visite des alliés du Mali. Si les autres ont quitté à des milliers de kilomètres de venir nous aider, nous devons être les premiers à être devant la scène. Et les 3 généraux sont venus remercier la troupe pour les actes posés. Et là, comme j'ai toujours dit, les félicitations du commandement nous suffisent largement pour nous pousser à aller de l'avant. Restons avec nos forces de défense et de sécurité. Le commandant de la zone de défense militaire numéro 1 vient d'effectuer une visite à Ansongo et Labezanga. C'était pour remercier la troupe pour sa mobilisation lors de l'élection présidentielle, entre autres. Daouda Zoumana Traoré. De Gao à Labezanga, en passant par Ansongo, la délégation conduite par le commandant de la zone de défense militaire numéro 1 a touché du doigt tous les points de la chaîne de commandement de la famille des forces armées et de sécurité. Ici, la baguette magique est la discipline. Pas d'armée sans discipline, a laissé entendre le lieutenant-colonel Oumar Diarra partout où il est passé. C'est cette discipline qui a permis la tenue correcte de l'élection présidentielle dans le cercle d'Ansongo. La visite de ce matin, c'est pour les féliciter, les encourager pour leur dévouement, leur engagement, leur regain de confiance dans le cadre vraiment de l'accomplissement de la mission qui leur est confiée. Le commandant de la zone a écouté la centaine d'éléments de la zone de défense de Kidal, mais déployés à Gao sur leur quotidien. C'est ainsi qu'il a recensé les doléances dont la plupart sont en voie de résolution. Malgré tout, il a demandé à cette merveilleuse équipe de redoubler d'efforts pour relever d'autres défis que le pays attend d'elle. La délégation a visité les locaux très dégradés du peloton de la garde nationale et de la gendarmerie d'Ansongo. Seul constat, la réhabilitation. Au niveau national, il y a des efforts qui sont en cours. Présentement, il y a un projet de rénovation des casernes et des camps au niveau de Gao. Ça se passe bien, je suis sûr et certain. Ce projet sera élargi au niveau des cercles et au niveau de toutes les casernes au niveau de la région de Gao. En visitant les installations abandonnées du poste frontalier à Labezanga, le Comzone n'avait en tête que la reprise rapide des activités des forces armées et de sécurité pour le bonheur d'une population et réfugiés au Niger voisin. Le chef de village nous a fait part vraiment du souhait de beaucoup de réfugiés qui voulaient revenir au niveau de Labezanga. Mais par faute de sécurité, les gens ont peur. Donc vraiment ça c'est une question essentielle que nous allons étudier dans les 48 heures. Nous allons faire des propositions au gouverneur et au PC Maliba pour que nos forces soient déployées à ce poste frontière. Je pense que c'est une question de souveraineté nationale. La délégation a profité pour rendre visite au contingent nigérien de la MINUSMA basé dans la zone. Restons à Gao où une première banque vient d'ouvrir ses portes au grand bonheur des populations de la ville. Il s'agit de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, qui est fonctionnelle depuis ce lundi 19 août. Caisse de retrait et de versement, guichet automatique, entre autres, sont en place. La réhabilitation du bâtiment a coûté 125 millions de francs CFA. Drissa Kone. C'est un véritable ouf de soulagement pour les nombreux clients de la BNDA de Gao. Ils sont du secteur privé et public. Ce mardi matin, ils ont tous procédé à des opérations de retrait ou de versement. Je suis très content aussi. La banque est ouverte. Vraiment, je suis très content. Je suis venu verser une somme de 6 millions. Je suis très content de verser 10 400 000. Souvent même on creuse la terre pour mettre là-dedans. Tellement qu'on a peur. Avant, on envoyait les chèques à Bamako. C'est à partir de Bamako qu'on fait le retrait, on nous envoie l'argent. Ça nous coûtait de l'argent au moins 5 000 aller-retour. Aujourd'hui, vraiment, on est content. C'est comme une journée de fête. Le chef de l'exécutif régional a salué cette réouverture qui mettra en marche les activités économiques de la 7e région. C'est la première banque qui vient d'ouvrir au niveau de Gao. C'est pour moi un grand jour. Un grand jour, donc, au nom de l'ensemble de la population de Gao. Permettez-moi de remercier très sincèrement les hautes autorités de ce pays-là qui n'ont ménagé aucun effort pour que, le plus rapidement possible, la région puisse avoir une banque.
La restauration du bâtiment a coûté à la banque 125 millions de francs CFA. La banque a été accueillie, comme vous le savez, avec beaucoup d'enthousiasme parce que les gens attendaient beaucoup l'arrivée de la BNDA. Compte tenu de ce qu'ils ont vécu un peu à travers le pays, parce que après les événements, nos clients étaient dispersés un peu à travers tout le pays. Donc, ils avaient beaucoup de problèmes pour effectuer leurs opérations. Donc, le retour de la banque ne peut être que salutaire pour eux. Les caisses sont ouvertes de 8h à 14h les jours ouvrables et les samedis. Quant aux deux guichets de retrait automatique, ils sont ouverts de 7h30 à 19h. En outre, les cartes automatiques de la BNDA et ses partenaires fonctionneront. Pour pallier au manque d'électricité récurrent à Gao, un groupe électrogène de 35 kVA alimentera la structure. Malgré tous ces efforts, le premier responsable de l'agence et ses 4 collaborateurs appellent à l'indulgence des clients. Tout ne dépend pas de la banque. Nous dépendons des sociétés de télécommunications et autres en termes de liaison. Donc, il se pourrait souvent qu'il y ait des interruptions. Donc, c'est l'idée de leur demander d'être indulgents avec nous si d'aventure il y avait des interruptions par rapport à la connexion et tout le reste. La BNDA, qui n'a pas oublié ses 3,8 milliards de francs CFA de perdus lors des événements, a pris des mesures sécuritaires rigoureuses. En plus des caméras de surveillance, des éléments de la garde nationale et des vigiles veillent sur les lieux 24 heures sur 24. Hors de nos frontières, au Sénégal, les bouchers formés sur le tas souhaitent se professionnaliser pour être plus performants sur le marché et cette chance leur est offerte grâce à l'Association nationale des professionnels de la viande et du bétail du Sénégal. Ils bénéficient ainsi de cours sur le métier de boucher. Un professeur rompu à la tâche, des étudiants très concentrés. Leur sujet d'étude, 7 carcasses de bœuf. Ces apprenants, tous des bouchers sélectionnés dans certains marchés de Dakar, retournent à l'école pour réapprendre leur métier. Formés sur le tas, ces bouchers vont être recyclés en 2 semaines pour être plus compétitifs face aux offres des boucheries de supermarchés. Ils connaissent le métier de façon routinière. Ils ne l'ont pas appris à l'école, donc autrement de façon professionnelle. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, on essaie de relever leur niveau en leur montrant ce que d'abord dans la théorie, ce qu'ils doivent savoir, pour que dans la pratique, ils puissent l'appliquer à la demande des clients. Dans plusieurs marchés de Dakar, voici le visage des boucheries. Des bouchers sans grande qualification, travaillant sans aucun respect des normes d'hygiène ou de découpe de la viande. Ces stagiaires, tous issus de cet environnement, sont tout simplement émerveillés par ce qu'ils apprennent ici. Ça fait près de 15 ans que je suis dans le métier, mais ce que j'ai appris en 1 semaine est inestimable. Je peux vous assurer qu'il y a déjà beaucoup de changements à mon niveau. Très souvent, quand les clients cherchent des parties dont on ne connaît pas les noms, nous leur répondons qu'il n'y en a pas. Là, je me rends compte que nous perdons beaucoup de clients par ignorance. Voilà pourquoi cette formation est capitale pour nous. D'ici 2018, l'Association nationale des professionnels de la viande et du bétail du Sénégal, qui a initié ce recyclage, compte former 7000 acteurs de la boucherie aux bonnes pratiques dans le métier. Ce vaste programme d'assainissement du secteur prévoit également l'ouverture de 1000 kiosques de vente de viande rouge dans la région de Dakar. En République démocratique du Congo, l'introduction depuis juillet dernier des grosses coupures complique la vie des petits commerçants. Ils peinent à trouver de la monnaie car les petites coupures manquent. Heureusement, un système qui marche assez bien chez nous fait son apparition en RDC. Il s'agit des échangeurs de grosses coupures en petits billets. Il a fait son apparition début juillet sur les marchés de Kinshasa. Le billet de 10 000 francs congolais, l'équivalent de 8 €, un cauchemar pour les petits commerçants. Ici, une cliente vient d'acheter pour 4 000 francs de légumes et de poissons. Elle va repartir les mains vides. J'ai refusé de prendre son billet parce que c'est trop compliqué. Je n'ai pas de monnaie, du coup c'est un vrai manque à gagner. Il n'y a pas assez de petites coupures. C'est le seul billet que j'ai. Il me pose des problèmes depuis ce matin. 1000, 10 000, 20 000, dans tout le pays, ces nouvelles grosses coupures qui circulent depuis peu compliquent les transactions. Partout, la monnaie manque. Ça fait des affaires de Regen. Contre une petite commission, il dépanne les commerçants avec des petits billets qu'ils rachètent à droite à gauche. Un nouveau business qui fleurit à Kinshasa.
Je lui ai donné un billet de 1000 francs congolais. Il m'a rendu des petites coupures de 50 pour que je puisse rendre la monnaie à mon client. On a eu cette idée parce qu'on assistait souvent à des disputes entre les chauffeurs de taxi et les passagers. On s'est dit que ça faciliterait les échanges. Jusque-là, le plus gros billet en circulation valait 500 francs congolais, 40 centimes d'euros. Avec ces nouvelles coupures, le gouvernement veut réduire les paiements en dollars, développer l'usage de la monnaie nationale. Une mauvaise idée, selon certains experts, c'est ignorer le pouvoir d'achat de la moitié de la population qui vit avec moins de 1 dollar par jour. Si un client se présente devant une boutique avec un billet de 5 000 francs, même pas de 20 000 francs, cela veut dire qu'il a dans sa poche le revenu journalier de plus ou moins 12 à 13 personnes. Et s'il rafle tout ce qu'il y a comme petite coupure, le vendeur n'aura plus de monnaie d'échange. Pas de monnaie et pourquoi pas à terme la tentation d'arrondir les prix à la hausse, ce qui entraînerait une inflation. C'est un risque que beaucoup ici redoutent. L'essentiel de l'actualité sur le continent, la lutte contre la piraterie porte ses fruits au Nigeria. En Côte d'Ivoire, la course pour diriger le PDCI est en marche. Et tout de suite, un tribunal égyptien a ordonné la libération de l'ancien président Hosni Moubarak. La décision est tombée en début d'après-midi. Un tribunal du Caire ordonne la libération de Hosni Moubarak, 85 ans. Le jugement concerne la 4e et dernière affaire de corruption pour laquelle l'ancien président égyptien est en attente d'un procès. L'ex-Raïs avait bénéficié de libération conditionnelle dans 3 autres affaires au motif qu'il avait déjà effectué la période maximale de détention préventive. À la mi-journée, il était difficile de savoir si le président renversé en 2010 allait effectivement sortir de cette prison. Pour l'heure, tous les regards sont tournés vers le parquet qui peut faire appel de la décision rendue ce mercredi. Nouvelle phase dans la guerre des chefs au Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le secrétaire général Alphonse Didier Madi annonce sa candidature à la présidence du PDCI. La décision d'Alphonse Didier Madi intervient 4 jours seulement après le conclave des secrétaires généraux du PDCI tenu à Yamoussoukro. Elle sonne comme un défi lancé au président Henri Konan Bédié. L'ancien chef de l'État ivoirien, poussé à la sortie, est aujourd'hui âgé de 75 ans. Lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. La marine militaire nigériane vante l'efficacité de son action. 4 personnes arrêtées et présentées comme des pirates ont été montrées à la presse. Ces pirates présumés faisaient partie d'un gang de 16 personnes qui venaient de prendre le contrôle d'un bateau battant pavillon de Saint-Kitts et Nevis et transportant 17 000 tonnes de pétrole. La marine nigériane déclare avoir libéré le pétrolier et tué 12 pirates au cours d'échanges de tirs. Retour chez nous, hier soir, malgré la pluie, il y a eu la patrouille de grande envergure sur le district de Bamako et environ. À cet effet, 300 personnes ont été mobilisées pour veiller sur les 4 secteurs. À l'arrivée, il n'y a pas eu de grands incidents à signaler, à part un cas d'accident. C'est ce que nous dit Aldu Matina. Pas de répit chez les forces de maintien de l'ordre et de sécurité, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur Bamako et environ. La patrouille de ce soir, c'est une patrouille de grande envergure. Il faut descendre dans les quartiers. Vous voyez, il est en train de pleuvoir. C'est bon de prendre les grandes artères, mais descendez en profondeur. Débusquez les bandits, exactement comme les chasseurs débusquent le lièvre de sa tanière. Alors vous allez agir avec prudence. Je vous souhaite bonne moisson. Et c'est parti pour la traditionnelle patrouille de grande envergure qui consiste à sillonner les districts de Bamako et périphérie en vue de sécuriser les personnes et leurs biens. Pour la circonstance, près de 300 personnes émanant de la police nationale, de la gendarmerie et de la garde nationale et 30 véhicules ont été répartis entre les 4 secteurs. Que ce soit le secteur 1 et 2 de la rive gauche, en passant par la rive droite où nous avons le secteur 3 et 4, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité se sont promenées dans les coins, puis contrôlés et fouillés les véhicules et les engins. Partout où nous avons été, il n'y a pas eu de faits remarquables, hormis un cas d'accident au secteur 3. Sur le pont, une benne quittait
la ville pour se rendre à Badalabougou. Au milieu du pont, 2 motocyclistes qui étaient sur la piste cyclable ont perdu le contrôle pour se glisser sur la chaussée. La benne les a percutés. Après cela, il a cogné un taxi. C'est des dégâts matériels qui ont été constatés. La patrouille évolue normalement, mais il faut savoir qu'avec la pluie, c'est un peu morose. On ne voit pas tellement de véhicules en circulation. Et ceux qu'on rencontre, ils ont compris. Certains sont en train même de nous féliciter. À défaut d'avoir des moissons, les forces de maintien de l'ordre et de sécurité se disent déterminées davantage à jouer leur mission régalienne. Voilà, les forces de l'ordre à l'œuvre pour notre sécurité. Cette édition s'achève. Merci de votre attention. Dans un instant, l'intégralité de la conférence de presse accordée cet après-midi par le président élu, Ibrahim Boubacar Keïta, en langue bamanan. Bonne suite de programme à tous et à demain.